Votre mari est mort en me devant 5 millions. L'air était lourd, saturé de l'odeur douceâtre des lys fanées, lorsque Charles Vasseur poussa les lourdes portes en chêne de l'église. Son cri déchira le silence respectueux comme du verre brisé. Juliette Morel se tourna lentement, ses yeux verts fixés sur lui avec une intensité glaciale qui ferait reculer un homme moins arrogant. Elle ne pleura pas, elle ne trembla pas, elle sourit simplement. C'était ce sourire froid et contenu qui précède généralement les pires catastrophes naturelles. Les cierges vacillaient contre les murs de pierre froide, la cire chaude coulant en flaques irrégulières sur les candélabres dorés. La fumée de l'encens luttait contre le parfum entêtant des roses blanches empilées autour du cercueil en acajou fermé. Juliette sentait une goutte de sueur glacée descendre le long de son dos, sa robe noire en coton simple collant à sa peau, tandis que l'élite parisienne autour d'elle exhibait des costumes sur mesure et des bijoux discrets valant le prix d'un appartement haussmannien. À ses côtés, Cécile couvrait sa bouche de ses mains tremblantes, murmurant des prières hâtives que personne n'écoutait. Mais Juliette n'était pas là seulement pour enterrer Antoine. Au cours des dernières 48 heures, elle avait exhumé la vérité. Elle ouvrit son sac en cuir usé et en sortit une clé USB argentée. Elle la leva au-dessus de sa tête comme on brandit une arme chargée. « Tu veux parler de dette, Charles ?» Sa voix résonna fermement dans la nef centrale. La foule retint son souffle à l'unisson. Le père André serrait son crucifix contre sa poitrine, en sueur, sachant que les scandales dans cette paroisse huppée tachetaient des décennies de réputation intouchable. Cécile tordait son mouchoir brodé jusqu'à presque le déchirer, terrorisée parce qu'elle avait besoin de cette assurance vie pour sauver sa clinique qui sombrait sous les dettes bancaires. Léo, le fils de 32 ans, serrait les poings blancs de tension parce qu'il aimait son père mort, mais haïssait les mensonges plus qu'il ne chérissait les souvenirs. Tout le monde avait quelque chose à perdre. Tout le monde fixait Juliette. Mais cette histoire n'a pas commencé lors de cette cérémonie funèbre chargée de tension dans le 16e arrondissement. Elle a commencé 9 ans plus tôt, dans un salon des vins exclusifs où Juliette a signé son destin sur des serviettes en lin. Elle a continué 6 mois plus tôt, quand Antoine est tombé d'un yacht en haute mer et a disparu sans laisser de corps. Et elle a atteint son point critique 48 heures plus tôt, quand elle a déverrouillé son ordinateur portable et découvert que la confiance tue plus vite que la trahison. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, je raconte des histoires vraies de femmes qui ont changé la donne. N'en manquez aucune. Votre transformation peut commencer ici même. Pour comprendre comment Juliette projetterait ses emails sur l'écran géant de l'église, comment elle ferait courir Charles sous les huées et les flashs des téléphones portables, vous devez connaître 3 histoires. L'histoire d'il y a 9 ans, quand elle a trop fait confiance. L'histoire d'il y a 6 mois, quand elle a tout perdu. Et l'histoire d'il y a 2 nuits, quand elle a décidé que la vérité valait plus que la paix. Tout a commencé par une nuit pluvieuse d'avril 2015. Il y a 9 ans, Juliette se réveillait tous les jours à 6 heures du matin. Sa maison, dans une banlieue tranquille, était modeste, mais possédait un jardin d'hortensias qu'elle cultivait elle-même avec la patience de celle qui plante des avenirs. À 49 ans, ses cheveux grisonnants tombaient en ondulations naturelles jusqu'aux épaules. Ses yeux verts voyaient au-delà des masques sociaux que les gens portaient. Ses mains calleuses trahissaient des années à cuisiner pour la famille, à faire la vaisselle, à construire un foyer de ses propres mains. Elle portait toujours des tons pastels, des jupes fluides qui cachaient les courbes douces de la maturité, mais elle portait une élégance innée que l'argent nouveau ne peut acheter. Les voisins l'appelaient Sainte Juliette. Elle distribuait de la soupe aux sans-abri chaque vendredi soir. Elle jouait les médiatrices dans les disputes de couple du quartier. Sa loyauté était légendaire. Elle n'abandonnait jamais ceux qu'elle aimait, même quand elle aurait dû. Mais ce trait avait un jumeau sombre, la confiance aveugle, une naïveté dangereuse qui lui faisait ignorer les signaux d'alerte comme on ignore la fumée avant le feu. Elle avait déjà pardonné à des partenaires précédents pour des nuits d'absence,
pour de petits mensonges qui devenaient des monstres. À 20 ans, elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle s'était retrouvée seule avec une vieille valise et des dettes qui dévoraient son avenir. Personne ne l'avait aidée, personne n'était resté. Elle avait érigé des murs émotionnels si hauts que même elle ne pouvait les escalader. « Je ne dépendrai plus jamais de personne », avait-elle juré en payant la dernière facture de l'enterrement. Mais la solitude fait plus mal que la peur. Quand elle a rencontré Antoine, elle a vu en lui le port sûr qu'elle n'avait jamais eu. Son rêve était ridicule pour qui l'observait de l'extérieur. Une valise rouge vintage achetée lors d'un voyage à Londres 30 ans plus tôt. Elle était rangée au fond du placard, sous des couvertures qui sentaient la naphtaline. À l'intérieur, des billets d'avion qu'elle n'avait jamais utilisés, des cartes pliées de lieux qu'elle n'avait jamais visités. Juliette touchait parfois la poignée usée, seule, et murmurait « un jour ». Mais ce jour n'arrivait jamais. Il y avait toujours une raison. Le travail, le mariage, les responsabilités, la valise était son symbole de liberté refusée. Tout a changé lors d'un festival de vin au Grand Palais. Juliette a heurté un homme à la barbe poivre et sel impeccable. Il avait 45 ans, des yeux marrons qui semblaient garder des secrets intéressants. Il tenait 2 verres de Bordeaux. « Excusez-moi, madame », dit-il en souriant, « mais vous semblez avoir besoin de trinquer à la vie. » Elle a ri pour la première fois depuis des mois. Ce rire libéré, sans calcul, qui ne sort que lorsque l'âme baisse sa garde. Ils ont discuté pendant des heures. Il a parlé d'importation, de voyage en Italie, de la façon dont il avait bâti une entreprise à partir de zéro. Elle a parlé d'Hortensia et de rêves archivés. La connexion fut instantanée, électrique, effrayante. « Juliette, vous êtes comme un grand cru », dit Antoine en se penchant sur la table, profonde, avec des notes qui surprennent à chaque gorgée. Elle leva les yeux au ciel. « Ne me sortez pas des métaphores bon marché d'homme d'affaires. Je reconnais le baratin à des kilomètres. » Mais elle souriait. « Et si je vous prouve que je suis sérieux, dînez avec moi demain. » « Pourquoi moi? Des femmes plus jeunes tombent à vos pieds. Parce que vous avez une âme, pas du botox, de la vérité, pas une façade. » Silence. Juliette étudia son visage à la recherche du mensonge. Elle ne le trouva pas. « D'accord, mais si vous mentez, je disparais. »« Je promets une transparence totale. » Il tendit la main. Elle la serra. 3 mois plus tard, par une nuit tiède de juillet, ils firent une promesse. Ils étaient allongés dans son lit, la fenêtre ouverte laissant entrer le bruit de la pluie parisienne. « Si l'entreprise en a besoin un jour, » murmura Juliette, « je signerai ce qu'il faut, je te fais confiance. » Antoine l'embrassa comme on scelle un pacte sacré. « Je ne te décevrai jamais. » Des mots qui plus tard se transformeraient en chaînes. Le cabinet Morel & Vasseur Associés occupait 3 étages d'un immeuble haussmannien près des Champs-Élysées. Juliette y mit les pieds pour la première fois et sentit l'odeur de l'argent. Café importé dans des machines italiennes, cuir véritable sur les canapés du hall, le brouhaha de voix confiantes, le clic rythmé des talons hauts sur le sol en marbre, les téléphones sonnant en harmonie corporative. Tout y criait le succès. La hiérarchie était claire comme du cristal. Charles Vasseur, l'associé, concluait des affaires avec la subtilité d'un requin. Antoine charmait les clients avec son charisme et ses sourires calculés. Juliette, elle recevait les visiteurs, offrait le café, souriait aux bons endroits. Une pièce décorative sur leur échiquier. Les règles de ce monde étaient simples et cruelles. La loyauté avant tout. Les secrets sont la monnaie du pouvoir. Ne jamais questionner les chiffres. Faire confiance aux associés. Juliette ne s'intégrait pas. Elle était trop outsider, trop casanière, trop honnête pour un environnement où chaque poignée de main cachait un poignard. Mais elle tolérait, par amour. Ici, la confiance est un article de luxe, se murmurait-elle à elle-même, inhalant le parfum coûteux qui imprégnait l'air conditionné. Les signes commencèrent subtilement. Une nuit, Juliette se réveilla avec une soif intense. Elle descendit à la cuisine et vit la lumière allumée dans le bureau.
Antoine était assis devant l'ordinateur, les doigts volant sur le clavier, supprimant des emails en masse. La lumière bleutée de l'écran illuminait son visage tendu. Il ne remarqua pas qu'elle était là, debout, dans l'encadrement de la porte, à observer. Juliette décida de ne pas poser de questions. La confiance ne questionne pas. La confiance croit. Elle retourna au lit, le cœur serré. « Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je mets un point d'honneur à répondre avec tendresse. Et laissez un like si vous soutenez Juliette. » Des semaines plus tard, Charles appela à 2 heures du matin. Juliette répondit au téléphone sur la table de chevet. « Antoine, les chiffres ne collent pas. Tu dois couvrir ça avant lundi. » Sa voix était urgente, presque désespérée. Antoine sortit du lit, alla dans le couloir. Juliette entendit des fragments. « Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Personne ne le saura. » Quand il revint, elle fit semblant de dormir. Mais elle ne dormit pas. Elle passa la nuit à regarder le plafond, comptant les fissures, sentant le premier fil de la peur s'enrouler dans son estomac. La dernière scène de paix eut lieu un samedi de décembre. Ils dînaient au bord de la piscine dans leur maison de campagne. Des bougies flottaient sur l'eau, le jasmin parfumait l'air tiède. Antoine avait préparé des pâtes, ouvert un vin de Bourgogne, mis de la musique douce. « À nous !» trinqua Juliette, « pour toujours. » Il serra sa main avec une force étrange, presque désespérée. « Pour toujours. » Mais il y avait une ombre dans ses yeux, un non-dit planant entre eux comme une fumée invisible. Ils rirent, parlèrent de rénover la maison, planifièrent un voyage sur la côte d'Azur, mais Juliette le sentait. Ce dîner avait un goût d'adieu. C'est justement cette confiance aveugle, cette loyauté inconditionnelle, cette promesse de signer n'importe quel papier qui conduirait Juliette, 6 mois plus tard, à prendre la décision la plus dangereuse de sa vie. 6 mois avant les funérailles, par une nuit de tempête violente, le yacht Aurora sombra au large de la Méditerranée. Antoine était seul, ou du moins c'est ce que disaient les rapports officiels. Vent de 60 km à l'heure, vague de 5 mètres, visibilité nulle. Les gardes-côtes trouvèrent des débris flottant à 20 milles de la côte. Des morceaux de fibres de verre blanche, une bouée de sauvetage intacte, des bouteilles de champagne flottant comme des messages sans expéditeur. Mais aucun corps. Antoine Morel fut officiellement déclaré mort par noyade présumée. Juliette reçut la nouvelle par téléphone, à 6 heures du matin, encore en chemise de nuit. Sa poitrine se serra comme si une griffe de fer écrasait ses côtes une par une. Les larmes vinrent chaudes, brûlant la peau de son visage comme de l'acide, laissant des traînées de sel et de désespoir. Ses ongles s'enfoncèrent dans les paumes de ses propres mains jusqu'à percer la peau et faire couler le sang. Un cri primal déchira sa gorge, un son animal qu'elle ne savait même pas exister en elle, résonnant à travers les murs vides de la maison qui soudain semblait trop grande. Elle tomba à genoux sur le sol froid de la cuisine, le carrelage glacé contre la peau nue de ses jambes, le corps tremblant violemment de spasmes incontrôlables. Léo arriva en courant, la trouva ainsi, brisée en morceaux sur le sol. Il tint sa mère dans ses bras tandis qu'elle répétait sans cesse « Il est parti, il m'a laissé, il est parti ». La cérémonie commémorative eut lieu 1 semaine plus tard. Un cercueil vide car il n'y avait pas de corps à enterrer. L'église était à moitié pleine, des gens en costume noir murmurant des condoléances vides. C'est là que Charles apparut pour la première fois depuis l'accident. Il entra par la porte latérale, pas la principale, comme s'il voulait éviter une attention inutile. Il marcha droit vers Juliette, qui était assise au premier rang à côté de Léo et Cécile. Il n'offrit pas d'étreinte, il n'offrit pas de condoléances. Il jeta un dossier de documents sur le banc en bois avec un bruit sec qui fit tourner plusieurs têtes. Il me devait tout, Juliette. 5 millions en contrats impayés, des investissements qui ne sont jamais revenus, des promesses transformées en poussière. La voix de Charles était froide comme la glace, sans trace de compassion ou d'empathie. Tu étais marié avec lui, tu signais les papiers, tu es co-responsable légalement. Vas-tu assumer les dettes?
Ou préfères-tu que je prenne tout ce que vous avez? Il jeta les papiers dans sa direction. Contrat, reçu, feuilles de calcul, remplies de chiffres rouges qui saignaient des pages. Au fond de l'église, d'anciens employés et des gens simples qui avaient aidé aux recherches secouaient la tête en désapprobation silencieuse. Léo se leva brusquement, les poings serrés, prêt à se jeter sur Charles. Cécile tira son neveu en arrière, chuchotant bas « Pas ici, pas maintenant ». Mais ses yeux disaient autre chose. « Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. » Juliette ne pleura pas à ce moment-là. Les larmes séchèrent instantanément, remplacées par quelque chose de plus dur et froid. Elle prit les documents avec des mains qui ne tremblaient plus. Elle feuilleta page après page, reconnaissant sa propre signature à des endroits où elle ne se souvenait pas avoir signé. Contrat de prêt, garantie bancaire, aval sur des affaires qu'elle n'avait jamais entendu mentionner. « J'ai besoin de temps pour examiner cela », dit-elle d'une voix ferme, qui la surprit elle-même. « Tu as 30 jours. Après cela, j'entame un procès et je prends tout. La maison, la voiture, même les casseroles de la cuisine. Antoine m'a détruit. Maintenant, c'est à ton tour de payer. » Charles tourna le dos et sortit de l'église sans regarder en arrière, laissant une traînée de silence gêné et de regards jugeurs. Ce soir-là, seule dans le bureau d'Antoine, Juliette prit sa première décision. Elle n'allait pas simplement accepter. Elle n'allait plus rien signer sans comprendre exactement ce qui se passait. Elle engagea un avocat discret, Maître Simon, recommandé par une amie de l'église. Elle paya en utilisant l'argent des économies d'urgence qu'elle gardait sur un compte séparé. Elle refusa de signer tout papier que Charles envoyait. Chaque appel de sa part était ignoré. Chaque email supprimé sans être lu, mais le doute commença à pousser comme une mauvaise herbe dans un jardin abandonné. Et si tout était vrai? Et si Antoine lui avait vraiment caché des dettes monumentales? L'esprit de Juliette travaillait sans arrêt, traitant des possibilités terribles. Et si la chute du yacht n'était pas un accident? Pensa-t-elle une nuit, allongée dans le lit vide qui sentait encore son parfum. Non, Antoine m'aimait. Il ne simulerait jamais sa propre mort. Il ne me laisserait jamais ainsi. Mais le doute avait déjà planté des racines profondes. Ce regard, lors du dernier dîner, il savait que quelque chose allait arriver. Il faisait ses adieux. Elle secoua la tête violemment, essayant d'expulser les pensées traîtresses. « J'ai besoin de preuves concrètes avant de devenir complètement folle. » 2 semaines après les funérailles vides, Juliette rassembla son courage et se rendit au bureau de Morel en Vasseur. Elle entra en utilisant le badge qu'elle avait encore, monta dans l'ascenseur à miroir où elle vit sa propre image fatiguée et vieillie de 10 ans en 2 semaines. Elle frappa à la porte du bureau de Charles sans prévenir. Il était au téléphone, sa veste jetée sur la chaise, les manches de sa chemise blanche retroussées. Il raccrocha quand il la vit entrer. « Je suis venu exiger des explications détaillées sur cette dette inventée. » Juliette posa le dossier sur son bureau en acajou, les bras croisés dans une posture défensive. « Je veux voir les livres comptables. Je veux parler au directeur financier. Je veux que chaque centime soit justifié avant de signer quoi que ce soit. » Charles rit. Ce n'était pas un rire d'humour, mais de pur mépris. Il ouvrit un tiroir et sortit un autre dossier, encore plus épais. « Tout est là, contrats légaux, enregistrés chez le notaire, avec ta signature authentifiée. Tu reconnais ?» Il étala les documents sur la table comme quelqu'un qui abat des cartes marquées. Et elle était là, sa signature, répétée, des dizaines de fois, sur des contrats qu'elle n'avait jamais lus, sur des garanties qu'elle n'avait jamais comprises. Tu signais tout ce qu'Antoine demandait, n'est-ce pas? L'épouse obéissante, confiante, idiote. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle prit l'un des contrats avec des mains tremblantes. La date, il y a 3 ans. Elle l'avait vraiment signé. Elle se souvenait vaguement, Antoine demandant juste une petite signature rapide, chérie, paperasse de l'entreprise. Elle avait fait confiance. Elle n'avait pas lu. Elle n'avait pas questionné. Même si j'ai signé, prouve que l'argent a vraiment été utilisé comme le contrat le spécifie. Prouve qu'il n'y a pas eu de détournement.
Elle soutint son regard sans flancher, refusant de montrer la panique qui grandissait. « Tu as 30 jours qui deviennent 26. D'ici là, j'attends le paiement intégral ou un accord de transfert de biens. Sinon, les tribunaux décideront. Et je te garantis que ce ne sera pas en ta faveur. » Charles reprit son téléphone, l'ignorant comme si elle était déjà partie. Juliette sortit de ce bureau avec les jambes flageolantes, mais une détermination d'acier. Dans le parking, assise dans sa voiture, porte verrouillée, elle appela Maître Simon. « Il a gelé mes comptes », l'informa l'avocat avant même qu'elle ne demande. Il a obtenu une ordonnance en alléguant un risque de fuite de capitaux. Vous n'avez accès à rien qui soit au nom conjoint. « La maison ?» demanda Juliette, la voix se brisant finalement. « Au nom de l'entreprise, techniquement. Antoine l'a utilisé comme garantie sur l'un des prêts. Je suis désolé, Juliette. » Elle raccrocha et hurla dans la voiture vide. Elle frappa le volant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Puis elle pleura. Pas des larmes délicates, mais des sanglots violents qui secouaient tout son corps, la laissant épuisée et vide. Léo apparut une demi-heure plus tard, suivant le traceur de son portable. Il frappa à la vitre. « Maman, ouvre, on rentre à la maison. » Quand elle déverrouilla la porte, il monta sur le siège passager et la serra dans ses bras. « Maman, fuyons tout ça. Partons. Vends ce qu'on peut, prends ce que tu peux et disparais. Recommence loin d'ici. Ce Charles est dangereux. Je ne fuirai pas. » Juliette essuya son visage du revers de la main. « Ton père n'a pas élevé une lâche. Mon père a créé une veuve endettée, » répliqua Léo avec une amertume qui coupa profond. « Laisse-moi t'aider, laisse-moi combattre ça avec toi. » Cécile appela ce soir-là, offrant une aide financière que Juliette savait que sa belle-sœur n'avait pas. « Je peux prêter 10 000 euros. C'est tout ce que j'ai sur mon livret A. Je sais que c'est peu, mais garde ton argent, Cécile. Tu as la clinique à faire tourner. Je vais régler ça toute seule. » Juliette raccrocha avant que l'émotion ne reprenne le dessus. C'est en fouillant dans de vieilles boîtes du bureau d'Antoine à la maison qu'elle trouva le premier fil lâche dans la tapisserie de mensonges. Une clé USB oubliée au fond d'un tiroir verrouillé dont la clé était scotchée sous le bureau avec du ruban adhésif. Juliette la connecta au vieil ordinateur portable qu'Antoine utilisait avant d'acheter le nouveau. Des fichiers apparurent, de vieux emails. L'un d'eux en particulier attira son attention. Expéditeur, Charles Vasseur. Objet, détournement Caïman. Date, il y a 2 ans. Antoine, j'ai transféré les 300 000 vers l'offshore comme convenu. Quand est-ce qu'on partage? Je ne peux pas garder ça tout seul trop longtemps. Juliette relut 3 fois. Détournement, offshore, partagé. Donc les 2 volets, Antoine et Charles ensemble. Elle imprima l'email, le photographia avec son portable, envoya une copie à sa propre adresse email sur 3 comptes différents. Preuve, petite, mais réelle. Le lendemain, la bombe explosa publiquement. Charles entama une procédure formelle. Les journaux locaux et les portails d'information relayèrent l'affaire. La veuve insolvable d'un entrepreneur noyé répond de dettes millionnaires. Le titre était en première page de la section économie. Une vieille photo de Juliette souriant lors d'un événement de l'entreprise aux côtés d'Antoine, tous deux semblant former le couple parfait et heureux. L'article la peignait comme complice ou au minimum négligente. Le téléphone n'arrêta pas de sonner. Des journalistes voulant une interview, des curieux voulant des potins. Juliette débrancha le téléphone fixe. Elle s'enferma chez elle. Mais elle ne resta pas inactive. Elle continua d'enquêter. Elle découvrit que Charles avait enregistré son appel, demandant plus de temps pour examiner les contrats, l'éditant de manière à ce que cela ressemble à un aveu de culpabilité. Il construisait un dossier solide contre elle, brique par brique. Léo ne tint pas le coup. Il prit l'audio original que Juliette avait sauvegardé, celui où Charles menaçait clairement de tout prendre, et le posta sur les réseaux sociaux. « Ma mère est persécutée par l'associé corrompu de mon père. Écoutez la vérité. » La vidéo devint virale en 48 heures. Des milliers de commentaires, le hashtag « Justice pour Juliette » en tendance à Paris, un soutien massif d'inconnus, mais aussi de la haine.
Elle savait et joue la victime. La femme du riche sait toujours. Théâtre bon marché. Cécile appela désespérée à 3 heures du matin. Léo n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, Charles va vous poursuivre pour diffamation aussi. Ça ne va faire qu'aggraver les choses. Elle pleurait, la voix étranglée par une panique réelle. Maître Simon confirma sa peur. Faire fuiter des preuves avant le procès affaiblit notre dossier légalement. Charles a déjà porté plainte pour préjudice moral. Nous nous battons sur 2 fronts maintenant. Le père André apparut chez Juliette sans prévenir, apportant de la soupe maison et un chapelet. La paroisse prie pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Il s'assit dans le salon, refusant de partir avant qu'elle ne mange au moins un bol. Parfois, Dieu permet les tempêtes pour révéler qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Mais la révélation qui allait tout changer arriva un mardi ordinaire. Juliette examinait les documents de l'assurance vie d'Antoine quand elle réalisa. Le paiement n'avait pas été débloqué. Motif, suspicion de fraude. L'assureur enquêtait. Corps jamais retrouvé dans des circonstances suspectes. Un détective privé, engagé par l'assureur lui-même, laissa une carte dans sa boîte aux lettres. « Je dois vous parler. J'ai des informations importantes. » Ils se rencontrèrent dans une brasserie discrète du centre. Le détective, un homme de 50 ans avec une mallette en cuir usé, alla droit au but. « Madame Morel, et si votre mari était vivant? Et si la chute avait été mise en scène? J'ai vu des cas comme ça. De grosses dettes, une assurance vie encore plus grosse, une mort pratique sans corps. » Le monde de Juliette tourna. Impossible. Je connaissais mon mari. Le connaissiez-vous? Le détective ouvrit le dossier. Des photos. Antoine, dans un bar 3 jours avant l'accident, discutant vivement avec Charles. Les deux semblèrent se disputer. Des témoins disent qu'ils se sont battus. Quelque chose à propos d'argent et de trahison. Juliette prit les photos avec des mains tremblantes. Souvenir soudain, Antoine chuchotant sur le yacht, 1 semaine avant la tempête, alors qu'elle faisait semblant de dormir. « Pardon, mon amour. Pardon pour tout. » À l'époque, elle pensait que c'était un rêve. Maintenant, le souvenir prenait le poids sinistre d'une confession anticipée. Léo fit fuiter cette information aussi. Posta en ligne, l'assurance enquête sur la mort de mon père comme possible fraude. Et si Charles en savait plus qu'il ne le dit? Et s'il y avait eu meurtre? Internet explosa. Théorie du complot. Commentaires enflammés. Une émission de télévision locale invita Juliette pour une interview. Elle refusa. Le père André visita à nouveau. « Attention, Juliette, l'exposition publique peut être une arme à double tranchant. Charles a du pouvoir, des connexions, de l'argent pour engager les meilleurs avocats. » Mais il y avait autre chose dans les yeux du prêtre. Une peur réelle. Les hommes comme lui ne perdent pas sans jouer sale. Cécile apparut à la porte, le visage bouffi d'avoir tant pleuré. « Juliette, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. » Elles s'assirent dans la cuisine. Café chaud fumant dans des tasses ébréchées. Charles me faisait chanter. Depuis 5 ans. Je lui paie des intérêts absurdes pour qu'il garde le secret sur une erreur médicale que j'ai commise. Un patient a failli mourir par ma négligence. Charles l'a découvert, a offert son aide, et depuis je suis piégée. Elle couvrit son visage de ses mains. Il utilise les dettes pour contrôler les gens. Antoine l'a découvert. C'est pour ça qu'ils se sont battus. C'est pour ça que ton mari est mort, Juliette, parce qu'il allait tout exposer. La vérité commençait à se former comme un puzzle macabre. Des pièces éparpillées, trouvant enfin leur place. Antoine ne volait pas avec Charles. Antoine avait découvert que Charles volait seul, utilisant l'entreprise comme façade. Il a voulu le confronter, peut-être menacé d'aller à la police, et Charles a éliminé le problème de la manière la plus définitive possible. Juliette sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus de la peur, c'était une fureur froide, calculée, létale. Il va payer, pour Antoine, pour toi, pour nous toutes. Mais ce que Juliette ne savait pas encore, c'est que Charles préparait déjà le coup final. Et dans 72 heures, lors des funérailles officielles qui auraient enfin lieu, tout s'effondrerait avant qu'elle ne puisse agir. Ou du moins, c'est ce que Charles croyait.
Léo ne parvenait pas à dormir. Les mots de sa tante résonnaient comme une cloche brisée dans sa tête. Charles faisant chanter Cécile pendant 5 ans. Son père découvrant cela et mourant à cause de ça. La rage brûlait comme de l'acide dans son estomac. Le lendemain matin, sans prévenir Juliette, il se rendit à la clinique de Cécile. Il la trouva dans son bureau vide, organisant des dossiers médicaux avec des mains tremblantes. « Tante Cécile, je dois voir les documents. Tout ce que tu as sur Charles. » Cécile hésita, les yeux rouges de nuit sans sommeil. « Léo, c'est dangereux. Il a des avocats. Je m'en fiche. Montre. » Elle verrouilla la porte du bureau et ouvrit le coffre-fort caché derrière un diplôme. À l'intérieur, une chemise cartonnée pleine de papiers jaunis par le temps, des contrats de prêt avec des taux d'intérêt usuraires, des menaces écrites à la main, des photos compromettantes de Cécile sortant d'un hôtel avec un patient prises par un détective privé engagé par Charles. Il a dit qu'il les enverrait au Conseil de l'Ordre si je ne payais pas. J'ai perdu le compte de combien j'ai déjà donné. 50 000, 100 000, je suis devenu son esclave. Léo photographia chaque page avec son téléphone, la mâchoire serrée de haine. C'est de l'extorsion, un crime fédéral. Il va payer pour ça aussi. Mais Cécile saisit le bras de son neveu avec une force désespérée. Si tu exposes ça, ma carrière est finie. L'erreur médicale était réelle, Léo. Un homme a failli mourir parce que j'étais épuisé et que j'ai prescrit le mauvais dosage. Je mérite une punition. Tu mérites la justice, pas un chantage éternel. Laisse-moi m'occuper de ça. Léo sortit de la clinique avec de nouvelles munitions. Charles n'était pas seulement en train de détruire Juliette. Il détruisait toute la famille, pièce par pièce, utilisant les dettes et les secrets comme des cordes pour les pendre lentement. Juliette passa la nuit suivante à regarder de vieux albums photos qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Son visage à 20 ans, trop maigre, les yeux trop grands, portant encore le deuil frais de ses parents. Le souvenir revint avec une clarté brutale, comme si c'était arrivé hier et non 3 décennies plus tôt, la nuit de l'accident. Elle attendait le retour de ses parents du théâtre, assise à la fenêtre du minuscule appartement qu'ils partageaient. Une pluie torrentielle lavant les rues de Paris. 11 heures du soir, minuit, 1 heure du matin. Le téléphone sonna enfin, mais ce n'était pas leur voix. « Mademoiselle Juliette Morel, ici la gendarmerie. Vous devez venir à l'hôpital Saint-Antoine immédiatement. Il y a eu un accident. » Le trajet en taxi sembla durer une éternité. Quand elle arriva, un jeune médecin en blouse tachée de sang l'attendait déjà avec la sentence de mort. « Je regrette de vous informer. Choc frontal, instantané. Ils n'ont pas souffert. » Un pieux mensonge qui ne réchauffa pas le froid qui s'installa dans ses os. Dans les jours suivants, en fouillant les papiers pour l'enterrement, elle découvrit la vérité que personne n'avait eu le courage de raconter. Son père avait des dettes de jeu. Il pariait compulsivement sur les chevaux, aux cartes, sur tout ce qui promettait de l'argent rapide. Il l'avait caché à sa femme pendant des années. Quand la voiture a percuté, il ne revenait pas du théâtre, mais d'un cercle de jeux clandestins où il avait perdu le dernier centime. Sa mère est morte sans savoir qui était vraiment l'homme à ses côtés. Juliette jura ce jour-là, agenouillée sur le sol de l'hôpital, qu'elle ne serait jamais la femme qui ne savait pas, qu'elle ne vivrait jamais dans l'ignorance confortable qui a tué sa mère. Et pourtant, 3 décennies plus tard, elle a épousé Antoine et a répété exactement le même schéma, signant des papiers sans lire, faisant confiance aveuglément, fermant les yeux sur des signes évidents. « Je suis comme ma mère », murmura-t-elle à la chambre vide, la voix se brisant en 1000 morceaux. « J'ai passé 9 ans à dormir à côté de mensonges empilés comme des briques. Antoine riait-il de moi? Racontait-il à Charles l'histoire de l'épouse idiote qui signait tout? Étais-je une blague d'entreprise ?» Elle prit la valise rouge dans le placard, la posa sur le lit, l'ouvrit lentement. Les billets pour Venise étaient là, achetés avec le premier salaire décent qu'elle avait gagné à 25 ans. Jamais utilisés. Il y avait toujours une excuse. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'elle plus qu'elle n'avait besoin d'elle-même.
Certaines femmes naissent pour être dupées, dit-elle à son reflet dans le miroir, des larmes coulant silencieusement. Je suis l'une d'elles. Léo trouva sa mère ainsi, assise sur le lit, entourée de vieilles photos et de billets périmés. Il s'assit à côté d'elle sans parler. Après un long silence, il dit doucement « Tu n'es pas idiote, maman. Tu es humaine. C'est papa qui était un monstre. » Juliette secoua la tête. « Ne parle pas comme ça de ton père. » Pourquoi? Parce qu'il est mort? La mort ne transforme pas les gens mauvais en saints. Il t'a utilisé. Il a utilisé Tante Cécile. Il a probablement utilisé des dizaines de personnes. Et Charles est pareil. Ils ont appris ensemble. Ou Charles a corrompu ton père. Ou c'étaient deux prédateurs qui se sont trouvés. Léo prit la main de sa mère. Tu ne méritais pas ça. Tu méritais un homme qui valorise ta loyauté, pas qui l'exploite. Mais maintenant, tu as le choix. Sombrer dans la culpabilité ou te lever et te battre. Juliette essuya ses larmes du revers de la main. Tu as raison. Assez de deuil, assez de culpabilité. Maintenant, c'est la guerre. Charles Vasseur était assis seul dans l'appartement de luxe qu'il louait à Neuilly. Amère ironie. Il avait bâti un empire immobilier mais ne possédait pas sa propre maison. Tout était au nom de l'entreprise, de l'offshore, de prête-nom. Il ouvrit un tiroir du bureau design et sortit une photo décolorée. Lui et son ex-femme Marie, le jour de leur mariage, 20 ans plus tôt. Elle était morte d'un cancer 8 ans plus tard. Pendant le traitement extrêmement coûteux, Charles avait demandé de l'aide à Antoine. « Nous sommes associés, frère d'armes. Prête-moi l'argent, je te rembourse en 6 mois. » Antoine avait prêté, mais facturé des intérêts élevés. « Les affaires sont les affaires, Charles. La famille ne paie pas mes factures. » Quand Marie est morte, Charles devait 300 000 €. Antoine a pris leur appartement en paiement. L'appartement où Marie avait vécu, où il rêvait d'avoir des enfants, où elle est morte dans la chambre conjugale, où Charles ne pouvait plus mettre les pieds. « Il a détruit ma vie quand j'avais le plus besoin de lui », murmura Charles à la photo. « Il m'a souri au visage et m'a arraché la dernière chose qui comptait. Cette dette que Juliette va payer, c'est un mensonge, je le sais. Mais il me devait bien plus que de l'argent. Il me devait de l'humanité. » Un flashback de 5 ans plus tôt montra le tournant. Charles découvrit par accident qu'Antoine détournait de l'argent de l'entreprise, des fonds de clients redirigés vers des comptes offshore personnels. Il confronta son associé dans le bureau vide après les heures de travail. « Tu voles depuis des années et je vais aller à la police. » Antoine rit, ce rire décontracté et confiant de celui qui sait qu'il a de meilleures cartes. « Oh oui, avec quelle preuve ? Tous les papiers portent ta signature aussi, Charles. Je suis malin comme ça. Si je tombe, tu tombes avec moi. Encore plus bas parce que je suis le charismatique. Tu es le bourreau. Devine qui le jury détestera le plus ?» Charles réalisa qu'il était piégé, complice forcé de crimes qu'il n'avait pas commis. Alors, il changea de stratégie. S'il ne pouvait pas faire tomber Antoine, il contrôlerait les gens autour de lui. Cécile fut la première, puis d'autres. Il tissa une toile de contrôle en utilisant les mêmes méthodes qu'Antoine avait utilisées sur lui, les dettes et la peur. Mais maintenant, en regardant la photo de Marie, Charles ressentait quelque chose de différent. De la fatigue. « Ça ne te ramène pas », dit-il au visage souriant sur la photographie. « Détruire sa veuve ne paie pas ce que j'ai perdu. Mais je ne peux pas m'arrêter non plus. Parce que si j'arrête, j'admets que Marie est morte sans justice. Et je ne supporte pas cette vérité. » Il rangea la photo, retourna à l'ordinateur, continua de planifier la destruction de Juliette, même en sachant que cela n'apporterait pas la paix. Les médias explosèrent dans les jours suivants. Les radios débattaient de l'affaire, des blogueuses faisaient des fils interminables. Juliette Morel, victime ou complice? Des opinions divisées tranchaient Internet comme des rasoirs. Les femmes de son âge savent exactement ce que font leurs maris. Feindre l'innocence est une insulte. Un autre commentaire. La société blâme toujours l'épouse. L'homme vole, mais la femme paie. Un reportage spécial à la télé montra des interviews de voisins. Elle a toujours été une bonne personne. Je n'ai jamais vu de malice.
Mais aussi, elle vivait trop bien pour ne pas savoir d'où venait l'argent. Juliette fut abordée par un journaliste devant chez elle, caméra au visage, micro enfoncé dans son espace personnel. « Madame Morel, des commentaires sur les accusations ?» Elle repoussa la caméra, entra chez elle, claqua la porte. La vidéo devint virale. Veuve agressive refuse de répondre. Ils l'éditèrent de manière à ce qu'elle paraisse coupable fuyant la vérité. Une cliente de la petite boutique de gâteaux que Juliette tenait en ligne annula une grosse commande pour un mariage. « Je ne veux pas associer mon jour heureux à toute cette polémique. Désolé. » D'autres suivirent. Les messages privés sur Instagram débordaient de haine. « Escroc! Veuve intéressée! Tu vas payer, salope !» Juliette arrêta d'ouvrir les réseaux sociaux. Arrêta de répondre au téléphone. Installa des caméras dans la maison car les voisins commençaient à la regarder différemment. Léo apporta une nouvelle serrure, installa une alarme. « La haine sur Internet coule dans le monde réel, maman. Nous devons faire attention. » Le père André publia une lettre ouverte pour sa défense sur le site de la paroisse. « Je connais Juliette depuis 15 ans. Son caractère est immaculé. Juger sans connaître est un péché moderne que notre génération maîtrise avec une honteuse virtuosité. Ça a aidé, mais ça n'a pas éteint le feu. » Maître Simon appela avec une nouvelle dévastatrice. « Juliette, Charles a forgé un testament. Un document est apparu prétendant qu'Antoine a tout laissé pour régler ses dettes envers lui. La signature semble parfaite. Son expert graphologue a confirmé l'authenticité. » Juliette s'assit lourdement. « Comment est-ce possible? Antoine ne laisserait pas un testament m'excluant. Falsification professionnelle, ou... » L'avocat hésita. « Ou il l'a vraiment fait avant de mourir. » La possibilité coupa comme du verre. « J'ai besoin d'une contre-preuve, une expertise indépendante. Ça va coûter 20 000 €. Vous les avez ?» Silence. « Je les trouverai, » mentit Juliette. Elle ne les avait pas, mais elle trouverait un moyen. Léo suggéra de vendre des bijoux, des meubles, tout. Rassemble l'argent, fais l'expertise, prouve que c'est faux. Cécile offrit à nouveau les 10 000 qu'elle avait. Cette fois, Juliette accepta. L'orgueil ne payait pas les avocats. Mais il manquait encore 10 000. Elle pensa à prendre un prêt, mais les banques avaient déjà bloqué son crédit. Charles avait ses doigts partout. Le mardi suivant, Juliette tenta d'accéder au coffre-fort physique de l'entreprise, où elle savait qu'Antoine gardait les documents originaux. Elle utilisa un code qu'il pensait qu'elle ne connaissait pas. Mais Charles avait changé les serrures. L'alarme se déclencha stridente. Des agents de sécurité apparurent en quelques secondes, la prirent par le bras, la traînèrent dehors. « Violation de propriété privée, madame. La police sera appelée. » Charles apparut à la réception, souriant, victorieux. « Juliette, Juliette, le désespoir ne te va pas bien, mais je comprends. Quand les criminels sont acculés, ils font des bêtises. Tu as changé le testament, tu as falsifié. Prouve-le, chuchota-t-il trop près de son visage. « Ah, attends, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas d'argent pour l'expertise, parce que j'ai tout contrôlé. Échec et mat. » Elle cracha sur ses chaussures. Un acte puéril et inutile, mais satisfaisant. C'est une agression. Des témoins ont vu. Charles sortit son portable. « Je vais demander ta détention provisoire. Violation et agression, 2 délits en un jour. Félicitations. » Juliette sortit de là, certaine d'avoir perdu. Elle s'assit dans sa voiture, les mains tremblant trop pour mettre la clé dans le contact. « C'est fini, il a gagné. Je vais aller en prison, tout perdre, et Léo va rester seul à payer des dettes qui ne sont pas les siennes. » L'obscurité était totale, sans ray de lumière. Jusqu'à ce que le téléphone vibre. Numéro inconnu. Elle faillit ignorer, mais répondit « Juliette Morel ». Une voix féminine, jeune, nerveuse. « Oui, qui est-ce ? Je m'appelle Élodie Roux. J'étais employée chez Morel & Vasseur, jusqu'à ce que Charles me licencie il y a 3 mois. Je sais des choses qui peuvent le détruire, et je veux aider. » Elles se rencontrèrent dans une brasserie discrète d'un quartier qu'aucune des deux ne fréquentait.
Élodie avait 45 ans, les cheveux courts teints en blond, des yeux bleus fatigués. Elle posa une clé USB argentée sur la table en formica rayé. Tout est là. Des emails que Charles ne sait pas que j'ai copiés avant d'être licencié. Des enregistrements d'appels que j'ai faits quand j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas. Des conversations entre lui et Antoine au cours des 2 dernières années. Preuves de détournement, d'extorsion, de falsification. Tout. Juliette prit la clé USB comme on prend une relique sacrée. Pourquoi faites-vous cela? Parce qu'il a détruit ma carrière. J'ai servi de bouc émissaire quand un audit s'est approché de trop près. Il m'a viré en alléguant l'incompétence, a répandu la rumeur que je volais de l'argent. Je ne trouve pas d'emploi depuis des mois. Personne ne m'embauche. Mon nom est sali. Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes contenues. Il fait ça à tout le monde, utilise les gens et les jette ensuite. Mais il a oublié que j'étais responsable des sauvegardes. J'ai des copies de tout. Juliette ouvrit la clé USB sur le vieil ordinateur portable qu'elle avait apporté. Des fichiers et des fichiers. Email d'il y a 2 ans. Antoine à Charles. J'ai découvert le détournement du compte 44168. Tu voles. Je vais t'exposer si tu n'arrêtes pas. Réponse de Charles. M'exposer? Avec quelle preuve? Je t'entraîne avec moi, et tu le sais. Enregistrement audio. Charles parlant au téléphone. Si elle ne paie pas, j'invente un autre crime. Le juge est un ami, il signe ce que je demande. Un document scanné montrant le faux testament à différents stades de création, avec la signature d'Antoine copiée numériquement. Mon Dieu, murmura Juliette, c'est une confession complète. Oui, et plus. Dans le fichier Yacht, il y a la preuve qu'il était sur le bateau le jour de la tempête. Le registre du port montre 2 hommes embarquant. Seul Antoine a été déclaré mort. Juliette se figea. Charles a tué mon mari. Je ne peux pas prouver le meurtre, mais je peux prouver qu'il a menti sur le fait de ne pas être là. Le reste, la police enquêtera. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police vous-même? Demanda Juliette, encore méfiante. Parce qu'il a des contacts, des commissaires dans sa poche, des juges qui déjeunent chez lui. Moi toute seule, chômeuse, sans crédibilité, je serais écrasée. Mais vous, veuve, avec un fils, avec les médias déjà intéressés, vous avez une scène, utilisez-la. Élodie se leva pour partir. Exposez-le publiquement d'abord, là où il ne peut pas étouffer l'affaire. Ensuite, appelez la police, rendez impossible de cacher ça. Elle laissa la clé USB sur la table et sortit par la porte arrière. Juliette resta là pendant 1 heure, examinant chaque fichier. Elle avait tout, absolument tout pour détruire Charles. La question était où et quand. Les funérailles officielles auraient lieu dans 48 heures. Église bondée, médias présents, écran géant installé pour projeter des photos d'Antoine. Et si, au lieu de photos, elle projetait la vérité? C'est risqué, dit Léo quand elle raconta le plan. Ça peut mal tourner. De où ça peut marcher? Répondit Juliette avec un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis des mois. Le père André laissera-t-il faire? Il veut la justice autant que moi. Il laissera faire. Pour la première fois depuis la mort d'Antoine, Juliette ressentit de l'espoir. Réel, solide, chaud dans la poitrine. Charles Vasseur avait bâti un empire de mensonges sur une montagne de corps brisés. Mais il avait oublié que les veuves ont peu à perdre et tout à venger. Dans 2 jours, sa chute serait publique, enregistrée, irréversible. Ou du moins, c'est ce que Juliette espérait, car ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Charles avait préparé un coup final. Et dans 24 heures, avant même que les funérailles n'aient lieu, tout s'effondrerait d'une manière qu'elle ne pouvait prévoir. L'arrestation de Léo eut lieu à 5 heures du matin, 24 heures avant les funérailles. Juliette se réveilla avec des coups violents à la porte. 6 policiers avec un mandat. Léo Morel est en état d'arrestation pour violation de propriété, falsification de preuves et diffamation. Quoi? Juliette était encore en chemise de nuit, les cheveux ébouriffés, l'esprit essayant de traiter l'information. Mon fils n'a rien fait de tout ça.
Nous avons un mandat judiciaire. Où est-il? Léo descendit l'escalier en pyjama, les mains levées. Tout va bien, maman. C'est une erreur. Ça va s'arranger. Mais ses yeux disaient le contraire. Une peur réelle y pulsait. Ils menottèrent ses poignets. Le bruit métallique du clic résonna dans la maison comme un coup de feu. Juliette suivit jusqu'à la voiture de police pieds nus en criant « Il est innocent, c'était Charles, c'est lui qui a tout forgé ». Les voisins sortirent aux fenêtres, portable filmant. Plus de carburant pour le cirque médiatique. Léo monta dans la voiture, regarda par la vitre arrière sa mère. « Ne signe rien, n'abandonne pas, promets-le ». Elle fit signe que oui, les larmes brouillant déjà sa vision. Le commissariat était un bâtiment gris, aux murs sales, et à l'odeur de désinfectant bon marché mélangée à la sueur de décennies. Juliette attendit 4 heures pour le voir. Quand ils permirent enfin, Léo était assis dans une salle exiguë, chaise en plastique dur, menottes remplacées par un collier de serrage en plastique au poignet. Des cernes profonds, comme des cratères. « Charles a porté plainte au pénal », expliqua-t-il d'une voix fatiguée. « Il dit que je me suis introduit dans son bureau et volé des documents confidentiels, répandu des mensonges. Il a des témoins, des employés qui jurent m'avoir vu là-bas. » Mensonge. Bien sûr que c'est un mensonge, mais il a de l'argent pour acheter des témoins. J'ai quoi, moi? Un audio fuité que son avocat dit être édité. Juliette tenait les mains de son fils à travers la table en métal froid. « Maître Simon va te sortir de là. Maître Simon a renoncé à l'affaire ce matin, maman. Il a reçu des pressions. Il n'a pas expliqué de qui, mais on sait. » Le sol disparut sous les pieds de Juliette. « Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu continues, oublie-moi. Projette les emails demain aux funérailles. Finis-le. Je ne t'abandonnerai pas. » Ce n'est pas un abandon, c'est de la stratégie. Sauve-toi d'abord, ensuite sauve-moi. Juliette sortit du commissariat et s'effondra. Pas graduellement, mais d'un coup, comme un immeuble implosé. Elle tomba à genoux sur le trottoir sale, à la lumière cruelle de midi. Une nausée violente monta dans sa gorge. Elle vomit là même, en pleine rue, devant des passants qui se détournèrent avec dégoût. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne parvenait pas à tenir la rampe pour se relever. Une sueur glacée trempait son chemisier en coton, collant au corps comme une seconde peau froide, vision trouble, poings noirs dansant, sifflements aigus dans les oreilles, noyant les sons de la circulation. Cœur battant si fort qu'il faisait physiquement mal dans la poitrine, comme s'il allait exploser et éparpiller des débris de côte sur le trottoir. Mon fils paie pour mes erreurs, parce que j'ai été idiote, parce que j'ai fait confiance, parce que j'ai signé sans lire. Elle essaya de respirer, mais l'air n'atteignait pas ses poumons. Attaque de panique complète, corps plié de douleur qui n'avait pas d'origine physique. Le père André apparut on ne sait comment. Quelqu'un avait dû appeler. Il la releva avec une force surprenante pour un homme de 65 ans, la mit dans sa voiture, conduisit jusqu'à l'église. Ils s'assirent sur un banc en bois de la nef vide. Un silence lourd de promesses brisées tout autour. Juliette pleurait sans arrêt, des sanglots violents qui secouaient ses épaules. « J'ai détruit mon fils, il est en prison à cause de moi, pour avoir essayé de me défendre. » Non, la voix du prêtre était ferme. « Il est en prison parce que Charles Vasseur est un criminel qui utilise un système corrompu en sa faveur. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. J'ai signé ces papiers, j'ai fait confiance aveuglément. Tu as aimé. Aimer n'est pas un crime, Juliette. Mais l'aveuglement est de la bêtise. » Il prit ses mains, calleuses et froides. « Tu n'es pas ta mère. » Juliette arrêta de pleurer et le regarda. « Comment? Tu me l'as raconté il y a des années, à propos de tes parents, de l'accident, des dettes cachées. Je me souviens de chaque mot, et je sais que tu portes cette peur depuis lors. La peur de répéter son schéma. Mais écoute bien. » Il se pencha plus près. « Ta mère est morte sans savoir la vérité. Tu l'as découverte. Ta mère ne s'est pas battue parce qu'elle n'en a pas eu la chance. Tu te bats bec et ongles. Ce n'est pas la même histoire. Mais la fin est la même, seule, détruite, payant pour les erreurs des hommes. La fin n'a pas encore été écrite. » Le père André serra ses mains. «
Tu as refait ta vie à 20 ans, complètement seul, sans aide. Cette force ne s'est pas évaporée, elle dort. Réveille-la. Comment? Léo est en prison. Maître Simon a abandonné. Cécile est trop terrorisée pour aider. Les médias me haïssent. La moitié du pays pense que je suis une criminelle. Et l'autre moitié te soutient. Il lâcha ses mains, se leva, marcha jusqu'à l'autel. Revint avec une vieille Bible. David contre Goliath. Histoire qu'on raconte aux enfants. Sais-tu pourquoi elle résonne? Parce que les géants semblent toujours invincibles jusqu'à ce qu'ils tombent. Charles est un géant. Tu es David. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Dieu? Non, il n'avait rien à perdre. Goliath avait une réputation, une armée, une armure coûteuse. David avait une pierre et une fronde. Quand tu n'as rien, tu te bats différemment. Tu te bats sans peur de perdre parce que tu as déjà perdu. Cécile apparut à l'église une demi-heure plus tard. Elle portait une vieille boîte en carton. J'ai trouvé ça dans le sous-sol de la clinique. De vieux documents de l'entreprise, de quand Antoine et Charles ont commencé, avant que tout ne pourrisse. Elle posa la boîte sur le banc. Juliette l'ouvrit, contrats originaux. L'un d'eux en particulier attira son attention. La signature de Charles falsifiée il y a 10 ans sur un document d'achat immobilier. L'écriture était différente de la sienne, visiblement. Il falsifiait des signatures depuis toujours, dit Cécile tout bas. Antoine m'a montré ça une fois en riant, disant que c'était normal dans le monde des affaires. Je l'ai gardé parce que je trouvais ça mal. Je n'ai jamais su quoi en faire. Ça prouve un modèle de comportement, dit Juliette, l'esprit recommençant à fonctionner. Un expert peut comparer avec le faux testament. Ça montre qu'il a des antécédents. Exactement. Cécile s'assit à côté de sa belle-sœur. Pardon d'avoir mis autant de temps. J'avais peur. Mais la peur a fait de moi une complice. Ça suffit. Les funérailles sont demain, dit Juliette en regardant le prêtre. Vous me laissez toujours faire ça? Projeter les emails? L'église est une maison de vérité. La vérité a toujours sa place ici. Il va y avoir un scandale, la police, de la confusion. J'ai déjà eu des mariages annulés, des baptêmes qui ont tourné à la bagarre, des confirmations avec des évanouissements. Je supporterai un scandale si c'est pour la justice. Il sourit avec fatigue. De plus, j'ai 65 ans. Je prends ma retraite l'année prochaine, qu'ils me virent pour avoir fait ce qui est juste. Cette nuit-là, seule dans la maison qu'elle allait bientôt perdre, Juliette prit une décision définitive. Elle n'allait plus fuir, elle n'allait plus se cacher, elle n'allait plus laisser des hommes puissants décider de son destin. Elle ouvrit la clé USB d'Élodie, organisa les emails dans un ordre chronologique parfait, les pires en premier, les plus choquants au milieu, la confession sur le yacht à la fin, créa une présentation simple, sans fioriture, juste du texte sur fond noir, des mots qui parleraient d'eux-mêmes. Testa sur l'ordinateur portable, ça fonctionnait, sauvegarda sur 3 clés USB différentes, au cas où l'une échouerait. Prépara un court discours, répéta devant le miroir. Je m'appelle Juliette Morel. Pendant 9 ans, j'ai fait confiance aux mauvais hommes. Aujourd'hui, je montre qui il était vraiment et qui l'a tué. Voix ferme, pas de pleurs, pas de drame, juste la vérité crue. Elle prépara ses vêtements pour les funérailles, la robe noire simple en coton, la même qu'elle porterait au début de cette histoire, quand tout exploserait. Se lava le visage, peigna ses cheveux gris en arrière, les attachant en un chignon bas. Se regarda dans le miroir, vit une femme différente de celle qu'elle était 6 mois plus tôt. Plus vieille, plus fatiguée, mais infiniment plus forte. Prit la valise rouge dans le placard pour la dernière fois avant le plan. Toucha la poignée usée. Pas encore, mais bientôt, la rangea. D'abord la guerre, ensuite la liberté. Elle appela Élodie. Ça se passe demain, à 14 h, église Saint-Sulpice. Si vous pouvez, venez, soyez témoins. J'y serai, promit Élodie. Appela le portable que Cécile utilisait pour les urgences. Apporte les vieux documents, tous, donne-les à la police qui sera là. J'y vais. Pensa à appeler Léo en prison, mais les visites n'étaient pas autorisées la nuit.
envoya un message via le nouvel avocat, un commis d'office qui avait pris l'affaire pro bono, après avoir vu l'histoire à la télé. « Dis-lui que je finis ça demain, pour nous deux. » Elle s'allongea dans le lit sans réussir à dormir, l'esprit tournant des scénarios. Et si le projecteur ne fonctionnait pas? Et si Charles réussissait à éteindre avant que les gens ne voient? Et si personne ne la croyait? Et si la police l'arrêtait, elle, au lieu de lui? Et si? La peur essayait de la paralyser, mais quelque chose de plus fort grandissait en dessous. La colère. Une colère froide, calculée, utile. Pas la colère chaude qui explose et détruit sans réfléchir, mais la colère glacée qui planifie chaque mouvement comme un joueur d'échecs 10 coups à l'avance. Charles Vasseur lui avait pris son mari, son fils, sa paix, sa réputation, son avenir. Demain, elle lui prendrait la seule chose qu'il valorisait plus que tout. Son pouvoir, son impunité, son masque d'homme d'affaires respectable. À 5 heures du matin, elle renonça à dormir, se leva, fit du café fort, s'assit à la table de la cuisine avec les 3 clés USB devant elle. « Antoine, si tu me vois de quelque part, aide-moi aujourd'hui, donne-moi du courage. Pardonne-moi pour les années où je t'ai cru sans questionner. Et repose-toi en sachant que celui qui t'a tué va payer. » Elle toucha l'alliance qu'elle portait encore, l'enleva pour la première fois depuis le mariage, la rangea dans le tiroir. Certaines chaînes doivent être brisées avant la bataille, et c'est alors que Juliette fit ce que personne n'attendait. Elle transforma des funérailles en tribunal, transforma le deuil en arme, transforma le silence de veuve obéissante en cri de femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. La confrontation finale était sur le point de commencer. Et Charles Vasseur, assis dans son bureau à ce moment-là, révisant le discours ému qu'il ferait aux funérailles sur l'ami et associé lésé par la veuve malveillante, n'avait aucune idée que dans quelques heures, son empire de mensonges s'effondrerait sur la place publique, filmé par des dizaines de téléphones portables, impossibles à effacer ou à cacher. L'église Saint-Sulpice était bondée à 14 heures, les bancs en bois verni occupés jusqu'à la dernière place. Des gens debout dans les allées latérales, des journalistes avec des caméras discrètes au fond. Le cercueil fermé d'Antoine reposait au centre de l'autel, couvert de roses blanches qui parfumaient l'air d'une douceur écœurante. De hauts cierges brûlaient sur les côtés, la cire coulant en rivière blanche. L'écran géant était installé derrière l'autel, immense, prêt à projeter des photos d'Antoine pendant la cérémonie. Charles Vasseur était déjà là, assis au premier rang du côté droit, costume noir impeccable, cravate en soie grise, expression de deuil étudiée sur le visage. Il saluait les gens avec des poignées de main fermes, chuchotait des mots de réconfort sur la perte irréparable du grand Antoine. Il jouait le rôle à la perfection. Juliette entra par la porte principale à 14h15. La robe noire simple en coton contrastait avec les tenues coûteuses des présents. Cheveux gris attachés en chignon sévère, sans maquillage, sans bijoux, à part l'alliance qu'elle avait remise ce matin-là, pas par amour, mais par stratégie. La veuve devait ressembler à une veuve. Elle portait un sac en cuir usé contenant les 3 clés USB. Cécile entrait derrière elle, pâle mais présente. Élodie Roux était assise au milieu de l'église, anonyme parmi des inconnus, hochant discrètement la tête. Le père André attendait à l'autel, les mains croisées sur la Bible, les yeux transmettant une force silencieuse. Charles se tourna quand il sentit la présence de Juliette. Il sourit, ce sourire de prédateur confiant. Il se leva, marcha vers elle comme pour offrir des condoléances. « Juliette, je suis content que tu sois venue. Je sais que ça a été difficile d'accepter la réalité, mais elle passa tout droit devant lui sans répondre, marcha jusqu'à l'autel d'un pas ferme qui résonnait sur le marbre. Le père André tendit la main. Elle lui remit discrètement l'une des clés USB. Il la connecta à l'ordinateur portable caché derrière la chaire, déjà relié au projecteur. Tout était prêt. La cérémonie commença normalement. Le père André parla de perte, de mémoire, d'héritage. Invita Charles à dire quelques mots. Il se leva, ajusta sa cravate, marcha jusqu'au micro avec l'assurance de celui qui domine les scènes. Antoine Morel était plus qu'un associé.
C'était un frère. Nous avons bâti un empire ensemble, basé sur la confiance et la loyauté. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs, grave et contrôlée. Malheureusement, son départ prématuré a laissé des questions non résolues. Des dettes que... Juliette se leva. Le mouvement brusque fit tourner les têtes. Charles s'arrêta de parler. « Oui, Juliette ?» ton condescendant. « Tu veux dire quelque chose ?»« Je veux. » Elle marcha jusqu'à l'autel, monta les 3 marches en marbre, se tint à côté du cercueil. Sortit de son sac une petite télécommande que le prêtre lui avait remise quelques minutes plus tôt. « Tu as parlé de confiance, Charles, de loyauté. Je vais montrer à tous ici ce que ces mots signifient pour toi. » Elle appuya sur le bouton. L'écran s'alluma. Le premier email apparut en lettres blanches sur fond noir, énorme, impossible à ignorer. De Charles Vasseur. A. Antoine Morel. Objet. Détournement Caïman. Antoine, j'ai transféré les 300 000 vers l'offshore. Quand est-ce qu'on partage? Un murmure parcourut l'église comme une vague. Les téléphones se levèrent, commencèrent à filmer. Charles fit un pas en avant. C'est falsifié, éteignez ça maintenant. Il essaya de monter sur l'autel. Le père André le bloqua physiquement, 65 ans mais solide. Laisse-la parler. Deuxième email. De Antoine Morel à Charles Vasseur. J'ai découvert le détournement du compte 4578. Tu voles tout seul. Je vais t'exposer si tu n'arrêtes pas. Troisième email, réponse de Charles. M'exposer? Je t'entraîne avec moi. Et tu le sais, j'ai tes signatures sur tout. Juliette regarda la foule, pas Charles. Mon mari ne me devait pas 5 millions. Mon mari a découvert que Charles Vasseur volait l'entreprise depuis des années. Et quand il a essayé de le confronter, il a été tué. Le silence était absolu maintenant, coupant comme du verre. Quatrième email. L'enregistrement audio commença à jouer. Voix de Charles au téléphone. Si elle ne paie pas, j'invente un autre crime. Le juge est un ami, il signe ce que je demande. Rires en fond. Cinquième image. Le faux testament à différents stades de création. Couche de Photoshop visible. Signature d'Antoine copiée numériquement. Mensonge! Hurla Charles, sa voix perdant toute composture. Elle a piraté mes fichiers, tout forgé. Mais la sueur coulait sur son front. Ses mains tremblaient. Sixième preuve, registre du port maritime montrant 2 hommes embarquant sur le yacht Aurora le jour de la tempête. Antoine Morel et Charles Vasseur. Tu étais sur le bateau, dit Juliette, la voix ferme comme la roche. Tu as dit que tu n'y étais pas. Tu as menti à la police, menti à l'assureur, menti à moi. Charles recula, trébucha sur les marches, faillit tomber. C'était un accident. On s'est disputé. Il a perdu l'équilibre. Il est tombé. Ce n'était pas... Il s'arrêta, réalisa trop tard. Il avait avoué. L'église explosa de voix. Des gens debout, caméras filmant, journalistes criant des questions. Juliette descendit de l'autel, marcha droit vers Charles, se tint à quelques centimètres de son visage. « Tu as tué mon mari, emprisonné mon fils, détruit ma famille. Pourquoi? Pour de l'argent dont tu n'avais même pas besoin ?» Charles la regarda, et pour la première fois, le masque tomba complètement. « Parce qu'il a détruit ma vie en premier. Il a pris ma maison quand Marie se mourait, a facturé des intérêts sur le deuil, a souri pendant que je suppliais. C'était un monstre, Juliette, et tu ne l'as jamais vu parce que tu étais aveuglée par la passion. Alors, montre-moi les preuves. Montre-moi les contrats de ce prêt. Montre-moi qu'il a vraiment facturé des intérêts abusifs. » Silence. Charles n'avait pas de réponse. « Tu n'en as pas, hein? Parce que tu as inventé ça aussi, construit un récit de vengeance juste pour justifier un meurtre. »« Il le méritait !» hurla Charles, perdant tout contrôle. « Il méritait de mourir seul en mer comme le rat qu'il était. Et tu mérites de payer pour avoir été assez idiote pour l'épouser. » Il fit un pas menaçant vers elle. Léo apparut de nulle part, sortant de la foule. Il avait été libéré 1 heure plus tôt quand les preuves avaient commencé à circuler. Il poussa Charles en arrière. « Touche à ma mère et j'oublie qu'on est dans une église. » Cécile monta aussi, se tint à côté de Juliette.
Tu m'as fait chanter pendant 5 ans, Charles. Tu m'as saigné jusqu'à la quasi-faillite. Voici les documents. » Elle jeta le dossier par terre à ses pieds. Extorsion, crime fédéral, un de plus sur la liste. Les portes de l'église s'ouvrirent. 4 policiers entrèrent, dirigés par une commissaire aux cheveux courts et à l'expression sérieuse. « Charles Vasseur, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'homicide involontaire, dissimulation de cadavres, falsification de documents, extorsion et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » Les menottes se fermèrent sur ses poignets avec un clic métallique final. Il regarda autour de lui, cherchant des alliés, du soutien, n'importe quoi. Il ne trouva que des regards de répulsion, des portables filmants, témoins de sa chute. « Ça ne finit pas comme ça. J'ai des avocats, j'ai des connexions. »« Vous aviez, » corrigea la commissaire. « Au passé. Depuis que les vidéos ont fuité en ligne il y a 10 minutes, vos amis puissants ont disparu. » Élodie avait tout diffusé en direct. Des millions de vues. Impossible d'étouffer. Charles fut traîné dans l'allée centrale de l'église sous les huées. Des gens crachant par terre sur son passage. Des flashs de caméra capturant chaque seconde d'humiliation. Il essaya de couvrir son visage, mais c'était trop tard. L'image était déjà virale. L'homme d'affaires respectable démasqué publiquement, arrêté aux funérailles de sa propre victime. Poésie amère de la justice. Quand les portes se refermèrent derrière lui, le silence revint progressivement. Le père André monta en chair. « La vérité fait mal, mais elle libère. Aujourd'hui, nous avons vu les deux. » Il regarda Juliette. Cette femme a perdu un mari, a failli perdre un fils, a failli tout perdre. Mais elle n'a pas perdu son courage, elle n'a pas perdu sa voix. Qu'elle soit un exemple pour nous tous. Les applaudissements commencèrent doucement, puis grandirent. Tonnerre de validation. Juliette s'effondra sur le premier banc, ses jambes ne la soutenant plus. Léo s'assit à côté, la serra dans ses bras. Cécile de l'autre côté, tenant sa main. Élodie s'approcha, s'agenouilla devant. « On a réussi. On a réussi, » répéta Juliette, sa voix se brisant finalement en sanglots de soulagement. L'enquête fut officiellement rouverte. Le parquet prit l'affaire en main. Des plongeurs retournèrent sur le site du naufrage, trouvèrent des débris supplémentaires avec des marques de lutte. L'expertise confirma la falsification du testament. Les comptes offshore de Charles furent gelés, révélant des millions détournés sur une décennie. Cécile et d'autres victimes d'extorsion sortirent de l'ombre, encouragées par l'exemple de Juliette. La toile de corruption s'effondra, emportant avec elle un juge corrompu et un commissaire acheté, des dominos tombant en une cascade satisfaisante. Léo fut formellement innocenté, toutes les charges abandonnées avec des excuses officielles. Maître Simon revint, honteux, demandant pardon d'avoir abandonné l'affaire. Juliette accepta car le pardon libère celui qui pardonne, pas celui qui est pardonné. La maison fut légalement restituée, les dettes déclarées inexistantes, l'assurance vie payée intégralement. La presse changea complètement de récit. La veuve héroïne expose l'assassin aux funérailles. Juliette refusa toutes les interviews. Elle ne voulait pas la gloire, elle voulait la paix. 2 semaines plus tard, assise dans la cuisine avec Léo et Cécile prenant le café de l'après-midi, Juliette sourit enfin pour de vrai. « C'est fini, confirma Léo. « Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle regarda par la fenêtre, le jardin d'hortensias qui commençait à refleurir après des mois de négligence. « Je vais vivre, enfin, mais l'histoire ne se termine pas par une victoire. » Car 6 mois plus tard, les cicatrices avaient encore besoin de se transformer en sagesse. Et la valise rouge attendait toujours dans le placard, patiente comme toujours. 6 mois après les funérailles transformées en tribunal, Juliette était à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La valise rouge vintage sortait enfin du placard, non plus comme symbole d'un rêve reporté, mais comme compagne d'un voyage réel. À l'intérieur, des vêtements légers, des passeports, un billet pour Venise avec une escale à Marrakech, les mêmes villes qu'elle avait prévu de visiter il y a 30 ans. Cette fois, il n'y avait pas d'excuses, pas de mari demandant d'attendre, pas de dette qui l'attachait,
pas de peur qui la paralysait, juste la liberté brute et effrayante de celle qui s'appartient enfin à elle-même. La maison de banlieue avait été vendue, non par obligation légale, mais par choix conscient. Juliette ne voulait plus vivre dans un musée de faux souvenirs. Elle acheta un petit appartement d'une chambre dans le Marais, près des cafés qu'elle aimait et des librairies qu'elle fréquentait. L'argent récupéré de l'entreprise, après que la justice eut décortiqué la fraude complète de Charles, fut divisé. La moitié pour que Léo commence sa propre vie. 20% pour Cécile pour régler les dettes de la clinique. Le reste pour Juliette pour reconstruire son existence de zéro, comme elle l'avait fait à 20 ans, mais cette fois avec la sagesse de celle qui est tombée et s'est relevée plusieurs fois. Elle rouvrit la boutique de gâteaux, maintenant dans un petit espace physique mais charmant. Les commandes revinrent, d'abord timides, puis en avalanche quand son histoire devint synonyme de courage. Les clientes ne demandaient pas seulement des gâteaux, mais des conseils. Des femmes de 50, 60 ans apparaissaient dans la boutique juste pour parler, pour dire que l'histoire de Juliette les avait inspirées à confronter des maris menteurs, à ouvrir leur propre compte bancaire, à lire les contrats avant de signer. Elle devint un symbole sans le vouloir. Elle n'aimait pas l'attention, mais comprenait le poids. Elle représentait toute femme qui a un jour trop fait confiance et payé cher. Les cheveux, maintenant complètement gris, sans tentative de teinture, étaient portés lâchés. À 58 ans, elle embrassait son âge, au lieu de lutter contre lui. Elle portait des vêtements colorés pour la première fois depuis des décennies. Des rouges vibrants, des bleus électriques, des jaunes solaires qui faisaient se retourner les gens dans la rue. « Le deuil est fini », disait-elle quand on l'interrogeait sur sa transformation, dans tous les sens du terme. Léo se maria 4 mois après le procès. La mariée était une avocate qu'il avait rencontrée pendant le cauchemar juridique, l'une des rares à avoir offert une aide sincère. La cérémonie fut simple, jardin fleuri, 20 invités, Juliette pleurant de vrai bonheur cette fois. Il ouvrit un cabinet de conseil juridique spécialisé dans la défense des victimes de fraude d'entreprise. « Ma mère m'a appris que la justice n'est pas optionnelle », disait-il dans les interviews. Il rendait visite à Juliette chaque semaine, apportait des fleurs, s'asseyait dans sa cuisine en buvant du café et en racontant des cas qui ne pourraient jamais être aussi dramatiques que le leur. Cécile transforma la douleur en but. La clinique non seulement survécut, mais prospéra. Elle commença une thérapie hebdomadaire, confronta ses propres démons, apprit qu'une vieille erreur médicale ne définissait pas une vie entière. Elle se réconcilia avec le passé en offrant des soins gratuits 1 fois par semaine aux communautés défavorisées. « Ça n'efface pas ce que j'ai fait », admettait-elle, « mais ça construit quelque chose de mieux sur les décombres. » Elle déjeunait avec Juliette chaque dimanche, rituel sacré de 2 femmes ayant survécu au même ouragan. Le père André rénova l'église avec un don anonyme de Juliette. Nouveaux vitraux, bancs restaurés, système de son qui ne grésillait plus. Il prit sa retraite officiellement, mais continuait de célébrer des messes spéciales. 1 fois par mois, il faisait un sermon sur le courage des femmes bibliques et modernes, mentionnant toujours Juliette sans dire son nom. Mais tout le monde savait. Elle s'asseyait au dernier rang, gênée et reconnaissante à la fois. Élodie Roux obtint un emploi dans une start-up technologique qui valorisa son expérience et ignora les mensonges répandus par Charles. Elle le poursuivit au civil, gagna une indemnisation qui paya les dettes accumulées pendant ses mois de chômage. Elle rendait visite à Juliette occasionnellement, apportant des vins chers et des histoires de nouveaux départs. « On s'est sauvés l'une l'autre », disait-elle toujours. Aucune n'aurait réussi seule. Charles Vasseur purgerait une peine de 12 ans pour homicide involontaire, dissimulation de cadavres, extorsion, falsification et fraude. Appel rejeté. Les avocats coûteux ne l'ont pas sauvé quand les preuves étaient des montagnes infranchissables. Juliette ne lui rendit jamais visite. Elle n'avait pas de pardon à offrir, ni de haine à nourrir. Il cessa simplement d'exister dans son récit, pages tournées et livres fermés. Juliette était maintenant dans le jardin de l'ancienne maison, celle qu'elle avait vendue des mois plus tôt.
La nouvelle famille qui y vivait l'avait invitée pour le thé, la reconnaissant de la télé. Les hortensias qu'elle avait plantées des années auparavant fleurissaient, exubérants, violets et roses, mélangés dans une explosion de vie. Elle toucha les pétales doux, souriant. Léo était à côté, les mains dans les poches. « Ça te manque, maman ? La maison ? Pas du tout. Papa, le Antoine que tu pensais connaître ? Juliette réfléchit avant de répondre. Non, la femme que j'étais avant de découvrir qui il était vraiment me manque, mais je ne veux plus être elle. Elle était naïve, je suis sage. Et l'avenir que vous aviez planifié ensemble ? Non, parce que maintenant je planifie de meilleurs avenirs, seul, et ils sont à moi, pas empruntés, pas conditionnels. À moi. Elle ferma le portail de la vieille maison, tourna le dos sans regarder en arrière. La valise rouge était dans le coffre de la voiture. Venise attendait. Marrakech ensuite. Peut-être Kyoto l'année prochaine. Peut-être qu'elle reviendrait. Peut-être pas. Pour la première fois depuis des décennies, l'avenir était une question ouverte, au lieu d'un chemin prédéterminé. Le voyage de Juliette enseigne des vérités universelles qui résonnent particulièrement pour les femmes qui ont vécu assez longtemps pour accumuler des cicatrices. Recommencer à 50, 60 ans n'est pas un échec, c'est du courage distillé. Faire confiance n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Mais faire confiance aveuglément est une négligence envers sa propre âme. La loyauté envers soi-même, toujours, doit passer avant la loyauté aveugle envers les autres. Vieillir n'est pas perdre sa voix, c'est enfin découvrir qu'on en a toujours eu une et qu'on peut l'utiliser comme une arme ou comme un remède. Combien d'entre nous ont signé des documents sans lire parce que aimer signifiait faire confiance sans questionner? Combien ont découvert des secrets qui ont fissuré les fondations de vies entières? Combien ont des valises rouges rangées, des rêves archivés attendant une permission qui ne viendra jamais des autres, seulement de nous-mêmes? Juliette représente la reconstruction qui est possible pour n'importe qui. Pas besoin de funérailles dramatiques ou de méchants en prison, juste besoin d'une décision ferme. Plus jamais ça. Antoine a eu la vérité comme héritage final, pas des mensonges dorés. Charles paie des décennies pour des crimes damnés. Juliette a libéré non seulement elle-même, mais Cécile, Léo, Élodie, toutes les femmes qui ont regardé et pensé « si elle a pu le faire, je le peux ». Et vous, avez-vous déjà signé quelque chose par amour sans lire les petits caractères? Avez-vous déjà découvert que la personne dormant à vos côtés était un parfait étranger? Avez-vous une valise rouge, littérale ou métaphorique, attendant le courage que vous pensez ne pas posséder? Voyage reporté? Rêve archivé par les promesses de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de les tenir? Liberté que vous reportez parce que la peur paralyse? Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like pour que plus de femmes trouvent cette histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer. La semaine prochaine, l'héritière qui a dupé le grand-père milliardaire et découvert le testament secret. Rappelez-vous toujours, votre signature a du pouvoir. Utilisez-la avec sagesse, jamais avec aveuglement. À bientôt et bon voyage où que votre valise rouge vous emmène.